Jaya pour rencontrer le responsable de ma circonscription, puisque je suis voisin, j'habite à Verrières-le-Buisson, donc la circonscription voisine. Plus fort? D'accord. Donc je suis vraiment ravie de voir combien vous mettez le point sur l'éducation. Je suis formatrice en parentalité, maman de 5 enfants, de 19 ans à 5 ans. Donc autant vous dire que faire le pont entre l'histoire de mon pays et mettre le doigt sur l'importance effectivement de transmettre et la transmission et notamment de l'éveil de l'esprit critique, je ne m'attendais absolument pas à trouver ça à l'université de Béjaïa. Je suis d'autant plus sensible qu'on est venu ici pour sensibiliser sur les écrans et sur les effets des écrans et de voir que la surexposition des écrans a un impact direct justement sur l'éducation, de voir qu'effectivement tout part de l'expérimentation et de voir que vous êtes sensible à l'université de Béjaïa à ce point-là me réjouit. Alors j'avais une petite question. J'ai assisté dernièrement à un TEDx sur Paris-Dauphine où on pointait du doigt le problème des algorithmes orientés. Comment faire justement pour avoir une éthique dans ce sens? Comment faire pour que justement les algorithmes qui sont utilisés actuellement à des fins plutôt commerciales, est-ce qu'il existe une commission? Est-ce qu'il existe justement une commission qui va réfléchir à ça, qui va se poser les questions de ces algorithmes-là, comment ils les utiliser à bon escient? Voilà ma question. Merci. Merci. Comme vous le dites, des fois, les voisins se retrouvent très loin de leur voisinage. Et puis, après tout, il y a tant de convergence dans le monde. L'orientation des algorithmes est un sujet fondamental du XXIe siècle, avec les questions de biais, de manipulation, d'orientation. Qu'est-ce qu'on entend par là? Un algorithme d'intelligence artificielle va utiliser un certain ensemble de données, des bases d'exemples pour prendre des actions. Et il pourra aussi, par exemple, s'il sait certaines choses sur vous, vous proposer des solutions, des actions qui seront orientées par rapport à vous. Ou encore, s'il utilise une mauvaise base d'exemple, il pourra spontanément prendre des décisions, des actions qui seront biaisées. Prenons quelques exemples. Premier exemple, publicité orientée ou message orienté. On sait maintenant, on a de bons modèles sur la personnalité des individus. Et ça a été une des surprises de ces dernières années qu'avec seulement 5 paramètres, on arrive à capturer la personnalité d'un individu de façon suffisamment fine pour le manipuler comme vous le souhaitez. Le modèle dit océan, le O étant pour ouverture, et a été utilisé par exemple pour influencer l'opinion publique dans des débats tels que celui sur le Brexit. On débat encore pour savoir si ça a eu un impact ou pas sur le vote final, mais il y a eu des tentatives, il y a eu de la manipulation à coup sûr. C'est bien pour ça que l'Union européenne s'est dotée d'un règlement de protection des données personnelles, règlement général de protection des données, qui interdit le profilage à l'insu de la personne qui est profilée. Vous avez le droit de demander à ce que votre algorithme, celui que vous utilisez, apprenne vos préférences pour qu'il vous fournisse le meilleur service, mais il doit d'abord vous dire « ai-je le droit de collecter vos données pour telle et telle fin ?» Autre exemple de biais, exemple célèbre aux États-Unis, vous avez des logiciels qui aident la justice en disant en fonction du dossier, en fonction de la gravité des crimes qui ont été commis, voici le type de peine qui doit être encouru par l'accusé. Ou d'autres encore qui disent en fonction de ce qu'on sait, les caractéristiques du prisonnier, s'il s'agit d'un dossier de mise en libération conditionnelle, voici les chances de récidive. Bon.
ces logiciels se sont assez rapidement imposés comme des auxiliaires du système judiciaire américain, de façon très variable d'un État à l'autre. Et des institutions, des organisations indépendantes ont pu démontrer sur certains cas qu'ils étaient très biaisés. En clair, que les condamnés d'origine noire, les personnes d'origine noire étaient très défavorisées par le logiciel par rapport aux personnes d'origine blanche. Non que les programmeurs aient été racistes, mais parce qu'ils reposaient sur une jurisprudence qui elle-même n'était pas sans biais, qui elle-même avait pâti des préjugés. Et ce genre d'histoire, on peut le retrouver partout. Des algorithmes qui vont aider votre banquier à savoir s'il peut vous faire crédit ou pas. S'il s'appuie sur un certain corpus qui a des biais, ça sera pareil. Peut-être c'est pour certains, peut-être c'est le code postal qui rentrera dans le préjugé en disant « Ah, vous venez d'un endroit où il y a plus de délinquance qu'ailleurs, alors on va vous traiter différemment », etc., etc. Et donc, ces biais, il faut les débusquer et lutter. La technologie doit être loyale, transparente, neutre. Bien sûr, dans la chasse aux biais, il faut utiliser des sources d'informations les plus variées possibles, mais aussi, c'est bien que le plus de personnes variées s'impliquent là-dedans. Pour l'instant, dans le développement de l'algorithmique, il y a des biais considérables. En particulier, beaucoup plus d'hommes que de femmes. C'est une source de biais qui est très dommageable pour la qualité de ces bases de données, de cette programmation. C'est aussi, bien sûr, un problème inacceptable si on se dit que l'algorithmique, c'est la technologie qui va jouer un rôle fondamental dans la naissance du monde de demain. On ne peut pas se permettre d'en exclure une partie fondamentale de l'humanité. Le message implicite serait par exemple que ce sont uniquement les garçons qui sont aux manettes pour construire la société de demain. Et même dans un pays comme la France, nous sommes à des taux de participation qui sont calamiteux par rapport à cela et qui ont tendance aussi à s'accroître. Il faut avoir conscience que, 21e siècle, spontanément, les biais, les préjugés, les clichés ont tendance à monter en puissance et qu'il faut les combattre de façon active. Les cibles qui ont été données, reprises par le gouvernement, pour les participations, par exemple, participation féminine dans les écoles d'ingénieurs, dans les formations de mathématiques algorithmiques et tout ça, sont de 40%. Nous sommes très loin d'atteindre les 40%. Je recevais il y a quelques jours une délégation d'étudiants de l'école 42, l'une des écoles vedettes en France d'algorithmique, au même titre que les EPITA, Epitech, Colberton et autres. Et le pourcentage, on disait que le pourcentage de filles dans leur rang était inférieur à 10%. Et ça fait partie aussi des biais que nous devrons surmonter. De même que les questions de bonne représentation de Français issus de l'immigration, pour l'instant, on n'est pas à niveau. Pour ce qui est d'action et de commission, vous évoquiez la question, est-ce qu'il y a une commission qui agit, décide et dicte sur ces questions? Il va y avoir, à la suite des recommandations d'un autre rapport sur lequel j'ai travaillé, celui sur la stratégie nationale d'intelligence artificielle, il va y avoir un comité d'éthique indépendant chargé de donner son avis sur ce qui est autorisé ou pas, ce qui est éthique ou pas dans l'algorithmique, qui au début sera une nouvelle chambre de notre actuel comité d'éthique qui, lui, donne des recommandations en matière de biomédecine, transplantation, organes, etc. Il y aura aussi, c'est encore flou mais nous devrons le faire,
au niveau européen aussi, une sorte d'organisme de répression des fraudes, chargé d'aller contrôler que l'algorithme fait bien ce qu'il est censé faire. Pas en examinant le code. Personne n'est capable, en regardant un code actuel, complexe, de vérifier qu'il effectue bien les tâches. Et de toute façon, comme je vous le disais, ça dépend aussi de la qualité de la base de données, et aucun humain ne peut passer en revue une base de données utilisée pour des exemples modernes. En revanche, on peut vérifier avec des tests que l'algorithme a bien la réaction qu'il dit. On peut contrôler que la fabrication de l'algorithme a obéi à certaines normes, à certains critères de qualité. Et ça fait partie des actions qui sont effectivement envisagées dans un monde où la traque du biais statistique va devenir un enjeu de société. Merci. Donc bonjour Karim, ravi de vous avoir entendu. Merci au vice-recteur de m'avoir invité aujourd'hui. Donc je viens de France également. On est venu ici parce que je représente je préside l'association Attention Danger Écran Formons Informons, qui a pour but d'aider au mieux le développement de la pensée réflexive. En filigrane, vous avez parlé de l'esprit critique, je vais plus loin, la pensée réflexive, donc la pensée qui revient sur elle-même. Et avant de continuer, je vais vous dire aussi, parce que je n'ai pas commenté sur la question de l'écran, les écrans sont nos amis tant qu'on ne les utilise pas trop. Merci. Merci. Écran pour servir et non pour asservir. Je reprends la phrase de Jack Broder, un ami qui est canadien. Je suis venu en Algérie parce que je suis algérien, je suis amazir, je suis un Kabylie, comme ils disent, un de Kabylie. Donc j'ai sollicité l'université de Béjaïa parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont formés dans le domaine des sciences. Et là, je viens d'apprendre qu'il y a de la mathématique, c'est très bien. Comment voulez-vous faire des mathématiques à des enfants qui sont ultra connectés? On sait que la pensée réflexive qui siège derrière le cortex préfrontal met 40 ans à arriver à maturation, 35 à 40 ans. Quand on a 20 ans de connexion dès la naissance, on se retrouve quoi? Avec une autistisation du monde. J'en ai parlé à Edwige Chiruter, qui est la première chaire UNESCO de philosophie pour enfants, qui se prennent la tête maintenant, avec des étudiants de bac, à devoir faire 10 séances de méditation pour avoir l'attention des enfants. Donc je vous demande avec vous, maintenant qui venez ici, avec les mathématiques, comment on peut mettre en place quelque chose de fort et de long dans le temps en gérant ces écrans-là, ici, en France, en Algérie et en France, parce qu'on va faire un collectif international. Important. Merci. L'affaire est délicate parce qu'elle se situe sur une zone de partage et de confrontation entre liberté et contrainte. Et bien sûr, la liberté, on la voit comme l'un des fondements de la société, avec aussi la liberté pédagogique et la liberté pour les enfants, mais l'éducation suppose une dose de contrainte qu'on s'impose à soi-même souvent. On ne peut pas échapper à ça. Et en l'occurrence, contrainte de ne pas se laisser asservir, comme vous le disiez, par les écrans, ou par les smartphones, ou toute déclinaison. Vous avez dû voir passer qu'en France, nous avons justement une interdiction de l'utilisation du téléphone portable à l'école qui vient d'être promulguée. Ça a provoqué quelques moqueries de la part d'autres pays, mais je suis persuadé que la mesure est sage. Il y a suffisamment d'occasions d'utiliser son smartphone à l'extérieur de l'école. L'école, c'est un lieu pour réfléchir, méditer, se parler les uns avec les autres. Ça n'empêche pas d'utiliser parfois à des fins pédagogiques et de façon concertée, de façon collective, des écrans, des ordinateurs ou ce que vous voulez. Mais ça ne doit pas détourner du but principal d'être concentré et de progresser. On voit arriver des mouvements. Vous parliez d'un TEDx tout à l'heure, je crois vous. Je me souviens d'avoir assisté à la conférence TED Global à Vancouver en 2017 et d'avoir été stupéfait par la quantité d'exposés donnés par des orateurs inspirants qui mettaient en garde l'auditoire sur l'effet envahissant de la technologie, la façon qu'elle a de nous prendre de l'attention, de nous prendre du temps, de nous empêcher parfois de nous réaliser. Et
est clair que des questions telles que la méditation que vous évoquez, le simple fait de ménager parfois des temps de réflexion silencieuse vont se raffermir. Je me souviens d'une école parmi les plus célèbres en France avec de très très bons résultats pédagogiques, me disant qu'un des éléments fondamentaux, enfin une de leurs plus belles réussites d'expérimentation de ces dernières années a été un programme dont le titre était « Drop Everything and Read, Dear », programme durant lequel, une fois par semaine, il y a 1 heure pendant laquelle les enfants ne font rien d'autre que lire en silence, tous ensemble. Vous voyez dans quoi, paradoxalement peut-être, dans un monde d'hyperconnexion et d'hypercommunication, on en vient à ressentir le besoin de ménager des moments où nous sommes à l'abri de cette hyperconnexion. La question d'un étudiant, pour des raisons d'organisation de temps, jeune homme, je vois une main levée. Oui, c'est une dernière question parce que nous sommes vraiment tenus par un timing assez restreint. Alors bonjour, Monsieur Villani, soyez le bienvenu à Béjaïa. Je suis très honoré de votre présence à Béjaïa. Alors ma question est, les mathématiques est-elle là qu'elle est pour l'avancement des recherches scientifiques de tous les branches, de toutes les branches? On met des algorithmes à peu près, pour découvrir des exoplanètes, par exemple. Est-ce que ça nous permettrait un jour à découvrir une planète habitable grâce à des algorithmes très avancés? Enfin. Merci. Merci. Merci, merci. Vous m'entendez? Nous avons perdu le son. Allô, allô? Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, merci pour la question. C'est bien de terminer ici avec une question sur l'astronomie, l'observation de l'espace, dont on sait que ça a été l'une des premières motivations du développement de la mathématique, y compris déjà chez les premiers, chez les très anciens mathématiciens de Babylone. L'algorithmique s'est invité partout aujourd'hui dans les sciences et en particulier dans les sciences expérimentales. Il y a eu à tous les étages dans la détection des ondes gravitationnelles de l'algorithmique sophistiquée, dans la mise en place des processus d'observation, mais aussi dans la façon d'éplucher les montagnes de données qui sont sorties des dispositifs expérimentaux et de repérer automatiquement les signaux qui correspondaient à une observation critique, en l'occurrence la collision de 2 trous noirs il y a quelques milliards d'années qui avait laissé une trace dans les ondes gravitationnelles se propageant encore aujourd'hui dans notre système solaire. Pour ce qui est de découvrir des exoplanètes, comme on dit, effectivement, l'algorithmique a joué un rôle important et à coup sûr sera décisif pour trouver des planètes dans lesquelles la vie a pu s'épanouir. Vous savez, c'est toujours discuté de savoir s'il y a eu de la vie sur Mars, par exemple, quels sont les endroits proches, en un sens où de la vie a pu se développer sous une forme ou une autre. Je vais saisir la balle au bond, cependant, pour indiquer l'une des frustrations de l'algorithmique appliquée en sciences. La frustration, c'est que si l'algorithmique s'est montré un auxiliaire
extrêmement important dans toutes sortes de tâches, y compris scientifiques. Elle a, pour l'instant, joué un très faible rôle dans la construction de nouveaux savoirs. Par exemple, des nouveaux théorèmes démontrés, imaginés à base d'algorithmique, n'a très peu. Algorithmique a réussi, pour les experts, à redécouvrir par soi-même les règles de la mécanique hamiltonienne. C'était déjà un bel accomplissement. L'algorithmique se débrouille assez bien en géométrie élémentaire. On sait faire aujourd'hui, c'est une expérience menée depuis une dizaine d'années au Japon, un robot qui passe les examens d'entrée des universités et se classe dans le top 1% des étudiants japonais pour ce qui est de de résoudre les exercices de mathématiques. Pour autant, il s'agit de résoudre des problèmes dans des cadres assez bien déterminés, et l'apport, disons, de nouvelles sciences, de nouveaux champs, de nouvelles théories qui auraient été découvertes reste très limité. Toutes les grandes théories scientifiques, puis le programme de Langlands jusqu'à la relativité générale, en passant maintenant par les techniques de génétique fin comme les CRISPR-Cas9, ils sont nés dans des cerveaux humains. Et ça reste l'outil numéro 1 pour faire de la science, de la même façon d'ailleurs qu'à l'échelle mondiale, la compétition la plus acharnée en termes d'intelligence artificielle, c'est pas la compétition pour avoir les meilleurs algorithmes, c'est la compétition pour avoir les meilleurs humains. Et les nations, les entreprises mettent des sommes considérables sur la table pour embaucher les plus efficaces, les plus audacieux, ceux qui sont les meilleurs à mener des expérimentations. Et peut-être que ça évoluera d'ici quelques décennies, mais pour l'instant et pour les années à venir, la science est avant tout une affaire d'humains. Voilà. Je vous remercie et je passe la parole. Merci beaucoup, professeur. Merci.